Eh bien bonjour, je vais poursuivre les aventures de Jacou le Croquant. Alors Jacou le Croquant de Eugène Leroy. Page 25 sur 607. Lorsqu'il n'y eut plus de châtaignes, mon père but un plein gobelet de piquette, s'essuya les babines avec le revers de la main et se leva. Il te faudra me porter une paire de sabots, lui dit ma mère. J'ai fini d'écraser les miens en faisant peur à cette méchante bête de loup. Je t'emporterai, mais que je vende mes oiseaux, répondit mon père, car autrement je n'ai point de sous. Et prenant une petite baguette au balai de genêt, il la mit dans les vieux sabots de ma mère et la coupa juste à la longueur. Cela fait, il prit son havresac, mit la mesure dedans, décrocha le fusil au manteau de la cheminée et s'en alla, laissant notre chienne qui voulait bien le suivre pourtant. « Tu te perdrais là-bas, Montignac. »« Moi, je resterai à me chauffer dans le coin du feu, mais bientôt, ne pouvant tenir en place, comme c'est l'ordinaire des petits drôles, je sortis sur le pas de la porte. Il était tombé de la neige toute la nuit. Dans notre cour, il y en avait 2 pieds d'épaisseur, de manière qu'il avait fallu faire un chemin avec la pelle pour aller à la grange donner aux bestiaux. Du côté de la forêt, au loin, la lande n'était plus qu'une large plaine blanche, semée çà et là de grandes touffes d'ajoncs, dont la verdure foncée s'apercevait aux pieds. Sur les coteaux, les maisons grisâtres, sous leurs tuilés chargés de neige, fumaient lentement. Là-bas, sur ma droite, j'apercevais le château de Lerme, avec ses tours noires, coiffées d'une perruque blanche, comme le vieux marquis de Nanzac. Devant moi, à une lieue de pays, les hauteurs de Tourtel, avec leurs arbres dépouillés et chargés de givre, cachaient le massif clocher de Rouffignac, où les cloches commençaient à campaner, appelant les gens à la messe. Un peu sur la droite, à une demi-heure de chemin, la métairie de Puymaigre, les portes closes, semblait comme endormie au flanc du coteau, et en haut, tout en haut, dans le ciel couleur de plomb, des corbeaux battaient lourdement l'air de leurs ailes et passaient en couinant. Près de moi, le long du mur de notre cour, dans un gros tas de fagots, un rouge-gorge sautelait, cherchant un bourgeon desséché ou, dans les trous du mur, quelques barbottes, engourdies par le froid. Sous la charrette, nos 4 poules se tenaient tranquilles à l'abri. Le temps était toujours trop dur, un aigre vent de bise faisait poudroyer la neige sur la campagne ensevelie et couper la figure. Je rentrais vite m'asseoir dans le coin du foyer. « Nous irons à la messe, mère ?» demandai-je. « Non, mon petit, il fait trop méchant temps. Et puis, nous y avons été cette nuit. » Je m'ennuyais bientôt de ne rien faire et de ne pouvoir sortir, car la maison, basse et délabrée, n'était guère plaisante. Il n'y avait qu'une chambre, pas bien grande encore, qui servait de cuisine et de tout, comme c'est aussi l'ordinaire dans les anciennes métairies de notre pays. On n'y voyait guère non plus, car il n'y avait qu'un petit fenestrou fermant par un contrevent, sans vitres, de manière que, lorsqu'il faisait mauvais temps et qu'il était clos, la clarté ne venait qu'un petit peu au-dessus de la porte et par la cheminée large et basse.
Joint à ça que les murs décrépits étaient sales et le plancher du grenier tout noirci par la fumée, ce qui n'était pas pour y faire voir plus clair. Dans un coin, touchant la cheminée, était le grand lit de grossière menuiserie où nous couchions tous trois, et au pied du lit, à des chevilles plantées dans le mur, pendaient quelques méchantes hardes. Du côté opposé, il y avait un mauvais cabinet tout troué par les vers, auquel il manquait un tiroir, et dont un pied pourri était remplacé par une pierre plate. Dans le fond, la maie, où l'on serrait le chanteau, sous la maie, une tourtière à faire des milasses, et à côté, un sac de métal à moitié plein, posé sur un bout de planche pour le garder de l'humidité de la terre. À l'entrée, près de la porte, était dressée l'échelle de meunier qui montait à la trappe du grenier, et sous l'échelle, un pilot de bois pour la journée. Dans un autre coin était l'évier, dont le trou ne donnait guère de chaleur par ce temps de gel, et au milieu, une mauvaise table avec ses deux bancs. Aux poutres pendaient des épis de blé d'Espagne, quelques pelotons tourne-fil, et c'était tout. La maison avait été pavée autrefois de petits cailloux, mais il y en avait la moitié toute dépavée, ce qui faisait des trous où l'on marchait sur la terre battue. En ce temps dont je parle, je ne faisais guère attention à ça. Étant né et ayant été élevé dans des baraques semblables, mais depuis, j'ai pensé qu'il était un peu odieux que des chrétiens, comme on dit, fussent logés ainsi que des bêtes. Ou c'est le pire encore, c'est lorsque la famille est nombreuse et que tous, père, mère, garçons et filles, petits et grands, logent dans la même chambre, entassés dans 2 ou 3 lits, à 3 ou 4, en maladie comme en santé. Tout ça n'est pas bien sain ni convenable. Il n'est pas honnête non plus que le père et la mère se dépouillent devant leurs enfants, les sœurs devant les frères. Et puis, quand ces enfants prennent de l'âge, il n'est pas bonnement possible qu'ils ne s'aperçoivent pas de choses qu'ils ne devraient point voir et surprennent des secrets qu'ils devraient ignorer. Nous revenons, ma mère, me voyant tout de loisir et ne sachant que faire, coupa avec la serpe des petites bûchettes bien droites et me les donna. Tiens, fais des petites quilles et tu t'en amuseras. Je façonnai ces quilles de mon mieux avec son couteau, et ayant fini, je les plantai et me mis à tirer dessus avec une pomme de terre bien ronde, en manière de boule. Cependant, ce triste jour de Noël touchait à sa fin. Sur les 4 heures, mon père revint de Montignac. En entrant, il se secoua, car il était tout blanc, la neige tombant toujours, et posa son fusil dans le coin du foyer. Ensuite, ayant ôté son havresac, il en tira une paire de sabots jaunes, en bois de vergne, liés par un brin de vime, et les posa à terre. Ma mère mit le pied dans un sabot et dit « Ils m'iront tout à fait bien. Et que coûte-t-il? Que coûte-t-il donc 12 sous et 6 liards de clous pour les ferrer. Ça fait 13 sous et demi. J'ai vendu les oiseaux, 26 sous. J'ai acheté un tortillon pour le jacou. Ça fait qu'il me reste 11 sous et 2 liards. Te les voilà. » Ma mère prit les sous et alla les mettre dans le tiroir du cabinet. Alors, mon père, ayant pris le tortillon dans la poche de dessous de sa veste, me le donna. Je l'embrassai, et je me mis à manger ce gâteau de paysan, après en avoir apporté un morceau à ma mère, qui n'en voulut pas. Non, mon petit, mange-le toi. Ah, quel bon tortillon! J'ai depuis tâté de la tourte aux prunes, et même, une fois, du massepain. Mais je n'ai jamais rien mangé de meilleur que ce premier tortillon. Mon père me regardait faire avec plaisir, tout heureux de ce que j'étais content.
le pauvre homme. Puis il se lava, alla acquérir dans le tiroir du cabinet un vieux marteau rouillé et, revenant près du feu, se mit à ferrer les sabots. Lorsqu'il eut fini, il ôta les bribes des vieux et les posa au neuf, après les avoir ajustés à la mesure du pied. Étant ainsi tout près, ma mère prit les sabots sur le champ, car elle n'avait d'autre chose à se mettre aux pieds. Après ça, elle descendit de la crémaillère, l'oule, où cuisait pour le cochon, et ayant vidé les pommes de terre dans le bac, les écrasa avec la pelle du foyer, en y mêlant quelques poignées de farine de blé rouge. Puis, ayant laissé manger un peu notre chienne, elle porta cette bacade ou pâté à notre porc, qui, connaissant l'heure, geignait fort en cognant son nez sous la porte de son étable. La nuit noire venue, le châtel fut allumé, et ma mère, en ayant fini avec le cochon, découvrit la tourtière où cuisait un ragoût de pommes de terre pour notre souper. Après l'avoir goûté, elle y ajouta quelques grains de sel et mit sur la table 3 assiettes et 3 cuillères de fer rouillées quelque peu. De gobelets, elle n'en mit que 2, pour la bonne raison que nous n'en avions pas davantage. Moi, je buvais dans le sien. Après cela, elle alla tirer à boire dans le petit cellier attenant à la maison et, étant rentrée, mit la tourtière sur la table. De ce temps, mon père revenu de la grange où il avait été soigner les bœufs avait tiré de la maie une grande tourte de pain, une grande tourte plate de pain de méteille, seigle et orge, avec des pommes de terre râpées. Et après avoir fait une croix sur la sole, avec la pointe de son couteau, se mit à l'entamer. Mais c'était tout un travail. Cette tourte était la dernière de la fournée faite il y avait près d'un mois. Bon, c'est mal barré pour finir là. Est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Je ne sais plus où j'en étais, alors, mais c'était tout un travail. Cette tourte était la dernière de la fournée, faite il y avait près d'un mois, de manière qu'elle était dure en diable, un peu gelée peut-être, et criait fort sous le couteau, que mon père avait grand-peine à faire entrer. Enfin, à force, il en vint à bout, mais en séparant le chanteau, il vit qu'il y avait dans la mie, par place, des moisissures toutes vertes. C'est bien trop malheur, fit-il. On dit blé d'un an, farine d'un mois, pain d'un jour. Mais ce dicton n'était pas à notre usage. Nous attendions toujours la moisson avec impatience, heureux lorsque nous pouvions aller jusque-là sans emprunter quelques mesures de seigle ou de bariage. Et pour le pain, nous ne mangions jamais tendre. On en aurait trop mangé. Si mon père se faisait tant de mauvais sang pour un peu de pain perdu, c'est qu'autrefois, chez les pauvres, on en était très ménagé. Le pain, même très noir, dur et grossier, était une nourriture précieuse pour ceux qui vivaient en bonne partie de châtaignes, de pommes de terre et de bouillie de blé d'Espagne. Puis les gens se souvenaient des disettes fréquentes autrefois, et on avait ouï parler par les anciens de ces famines où les paysans mangeaient les herbes des chemins comme des bêtes, et ils sentaient vivement le bonheur de ne pas manquer de ce pain sauveur. Aussi, pour le paysan, ce pain
obtenu par tant de sueur et de peine, avait quelque chose de sacré. De là, ses recommandations incessantes au petit drôle de ne point le prodiguer. Mon père resta un beau moment tout estomaqué, regardant fixement le pain gâté, mais qu'y faire? Il coupa donc 3 morceaux de pain, autant à regret le plus moisi et le jetant à notre chienne. Puis nous nous mîmes à souper. Il n'y avait pas grande différence entre notre ragoût et la pâtée du cochon. C'était toujours des pommes de terre cuites dans de l'eau. Seulement, dans notre manger, il y avait peu de graisse rance, gros comme une noix et du sel. Avec un souper comme ça, on ne s'attarde pas à table. Pourtant, nous y restâmes longtemps, car il fallait avoir de bonnes dents pour mâcher ce pain dur comme la pierre. Aussitôt que nous eûmes fini, ma mère me mena dehors, puis me mit au lit. Ce mauvais temps de neige dura une dizaine de jours qui me semblèrent bien longs. C'est que ce n'est pas rien de bien plaisant que d'être enfermé toute une grande journée dans une maison comme la nôtre, noire et froide. Lorsqu'il fait beau, ça passe. On est tout le jour dehors, sous le soleil. On ne rentre guère au logis que le soir pour souper et dormir, et ainsi on n'a pas le loisir de s'ennuyer. Mais par méchant temps, si je mettais le nez sur la porte, je ne voyais au loin que de la neige, et toujours de la neige. Personne au champ. Les gens étaient au coin du feu, et les bêtes couchées sur la paillade, dans les tables tièdes. Cette solitude triste, cette campagne morte, sans un bruit, sans un mouvement, me faisait frissonner autant que le froid. Il me semblait que nous étions séparés du monde. Et de fait, dans ce lieu perdu, avec plus de 2 pieds de neige partout, et des fois un brouillard épais venant jusqu'à notre porte, c'était bien la vérité. Pourtant, malgré ça, le matin, ayant donné à manger aux bœufs et aux brebis, mon père prenait son fusil et s'en allait avec notre chienne chercher un lièvre à la trace. Il en tua 5 ou 6 dans ces jours-là, car il était adroit chasseur et la chienne était bonne. Ça fut heureux. Nous n'avions plus chez nous que les 11 sous et demi rapportés le jour de la Noël. Mais il lui fallait se cacher pour vendre son gibier et aller au loin, à Thénon, à Bugues, à Montignac, son havresac sous la blouse, à cause de nos messieurs de Nanzac, qui étaient très jaloux de la chasse. Ces quelques lièvres, donc, mirent un peu d'argent dans le tiroir du cabinet, quoiqu'on ne les achetât pas cher, car il ne fallait pas penser de les vendre au marché, mais les proposer aux aubergistes qui profitaient de l'occasion et vous payaient dans les 25 sous un lièvre pesant 6 ou 7 livres. Dans la journée, lorsqu'il était rentré, mon père faisait des paniers en vime blanc, des rondelles pour attacher les bœufs, avec de la guildabre ou liane, des cages en bois et autres menus ouvrages, comme ça, pour avoir quelques sous. Ça m'amusait un peu de le voir faire. Il m'essayait à tresser un panier comme lui. Quoique notre pain fût bien noir, bien dur, nous l'eûmes fini tout de même avant la fonte des neiges. Le meunier de Bramefond, ne pouvant pas venir nous rendre notre mouture, nous ne pouvions pas cuire, de manière qu'il nous fallut aller emprunter une tourte à l'amion depuis Maigre, qui nous la prêta avec plaisir, car c'était une bonne femme, encore que des fois, elle moucha bien un peu fort ces drôles lorsqu'ils avaient mal fait. Pour le dire en passant, cette tourte n'a jamais été rendue à l'amion. La coutume veut que l'emprunteur du pain ne le rende pas de son chef. C'est le prêteur qui doit venir le chercher, faisant semblant d'en avoir besoin. Mais l'amion, par la suite, nous voyant dans la peine et le malheur, n'est jamais venu la demander. Enfin, le dégel vint, et les terres grises détrempées reparurent
laissant voir les blés verts qui pointaient sur les sillons. Lorsque la terre fut un peu ressuyée, ma mère fit sortir les brebis, car la feuille que nous avions ramassée pour l'hiver était mangée, et notre peu de regain était presque fini. Elle m'emmena avec elle, touchant nos bêtes, vers les coteaux pierreux des gruyères, où poussait une petite herbe fine qu'elle aimait fort. C'était dans l'après-midi. Un pâle soleil d'hiver éclairait tristement la terre dénudée, et un petit vent soufflait par moments, froid comme les neiges des monts d'Auvergne sur lesquels il avait passé. Mais, au prix du temps qu'il avait fait une dizaine de jours durant, c'était un beau jour. Ma mère et moi, nous étions assis à l'abri du nord, contre un de ces gros tas de pierres que nous appelons un chérou. Elle, filant sa quenouille, et moi, m'amusant à faire de petites maisons, tandis que nos brebis paissaient tranquillement. Sur les 3 heures, tandis que je mordais ferme dans un morceau de pain que ma mère avait porté, voici que nos brebis, effrayées par un chat, un chien, reviennent vers nous au galop et nous dépassent en menant grand bruit. S'étant levée pour les ramener, ma mère vit alors un garde de l'herbe, appelé Mascret, qui lui cria de s'arrêter. Lorsqu'il nous eut joints, sans aucune forme de salut, il lui dit de se rendre tout d'abord au château où le régisseur voulait lui parler. « Et que veut-il de si pressé » fit ma mère. « Ça, je n'en sais rien, mais il vous le dira bien. » Et le garde s'en alla. Nous fûmes vers les brebis qui s'étaient plantées à 200 pas, regardant toujours le chien qui les avait effrayées, puis, les chassant devant nous et descendant le coteau, nous revînmes à Combes-Nègres, d'où ma mère repartit pour l'herbe, après avoir fermé les bêtes dans l'étable. Lorsqu'elle fut de retour, à la nuit, mon père lui demanda « Et que te voulait-il, ce vieux coquin ?»« Ah, voilà. D'abord, il m'a reproché de n'avoir pas fait mes dévotions le soir de Noël, comme les autres, ni même toi, qui n'avais pas tant seulement été à la messe, ce dont les dames n'étaient pas du tout contentes, et l'avait chargé de me le dire. Après ça, il m'a dit que tu braconnais toujours, de manière que monsieur le comte ne trouvait plus de lièvre de vers Combes-Nègres, et qu'il te faisait prévenir de cesser et de te défaire de notre chienne. Enfin, il a ajouté qu'il nous fallait totalement changer de conduite, sans quoi les messieurs nous mettraient dehors. Nous ne sommes pas bien embarrassés pour trouver une aussi mauvaise métairie, fit mon père. Et autrement, il ne t'a rien dit. Oh, si, toujours sa même chanson, que lui n'était pour rien dans tout cela, qu'il faisait la commission seulement, au contraire, il nous portait beaucoup d'intérêt et si je voulais l'écouter, tout s'arrangerait. Il nous mettrait dans la métairie des Fages, qui était bien bonne, et de plus, il te donnerait du bois à couper dans la forêt tous les hivers où tu gagnerais des sous. C'est ça. Et du temps que je serais dans les bois, il viendrait voir un peu aux Fages si le bétail profitait. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai répondu d'abord que, pour ce qui était de la communion, nous n'avions pas le temps d'aller nous confesser souvent, étant si loin, et que c'était bon pour les gens de loisirs, mais que pour nous autres, c'était bien assez d'y aller une fois par an. Et puis d'ailleurs, j'ajoutais, si je vous écoutais, je ne pourrais même pas faire mes Pâques, car le curé ne voudrait pas me donner l'absolution. Mais bête que tu es, a-t-il fait alors? Est-ce qu'on a besoin de lui dire ça? Ah la canaille, s'écria mon père, si jamais je le trouvais au milieu de la forêt, par là, entre la Grand'Val et le Gros Mortier.
il passerait un mauvais quart d'heure. Reste tranquille, il nous arriverait de la peine, dit ma mère. Tu sais bien que pour ça, il n'y a pas de danger. Mon père ne répliqua rien et se mit à regarder le feu. À ce moment-là, moi, je ne comprenais pas grand-chose à cette conversation, et je mettais toute la colère de mon père sur le compte de la défense de chasser. Je savais bien, pour l'avoir ouï dire souvent chez nous, et à d'autres métayers du château, que M. Laborie était un homme dur, exigeant, injuste, qui trompait les pauvres gens, tandis qu'il pouvait, faisait sauter un louis d'or ou un écu sur un compte de métayer, rapiant 5 sous à un misérable journalier, s'il ne pouvait faire davantage. Et puis, comme on ajoutait toujours grand chenassier, terme dont la signification m'était inconnue alors, et que je croyais vouloir dire autant comme grand coquin. Mais c'était tout. Aujourd'hui, quand je pense à ce gueusard qui avait totalement englaudé la comtesse de Nanzac en faisant le dévot, l'hypocrite, et qui était un voleur méchant et chenassier, comme disaient les gens, je ne puis m'empêcher de croire qu'il méritait ce qui est arrivé. Environ 15 jours après cette conversation, tandis que ma mère triait des haricots pour mettre dans la soupe, voici venir M. Laborie à Combonègre. Il entra, fit « Bonjour, bonjour » en m'avisant de côté et demanda où était mon père. « Il est à couper de la bruyère, répondit ma mère. Ou à braconner plutôt, repartit-il. Et ces bœufs, est-ce qu'ils profitent? Disant cela, il s'en fut à la grange. Ma mère me prit par la main et le suivit. Lorsqu'il eut vu les bœufs, M. Laborie fit sortir les brebis de l'étable, et tout en les regardant, il marmonnait entre ses dents, pensant que je n'y prenais garde. Eh bien, tu ne veux donc pas être raisonnable. Voyons, je te porterai un joli mouchoir de tête de Périgueux, dit. Ma mère, ne lui ayant pas répondu, après avoir tourné, viré, M. Laborie s'en alla, disant toujours sur le même ton « Tu t'en repentiras, tu t'en repentiras ». Le surlendemain, tandis que nous mangions la soupe, vers le coup de 9 heures, la chienne gronda sous la table, et le garde masqueré, survenant, s'arrêta sur le pas de la porte. Monsieur Laborie vous fait dire, par l'ordre de monsieur le comte, d'avoir à vous défaire de votre chienne au premier jour. Si on la trouve encore ici, il la fera tuer. Que le bon Dieu préserve monsieur le comte et celui qui vous envoie de commander ça, dit mon père en serrant les poings et en regardant Mascret, les yeux pleins de colère. Et vous, n'en faites rien, sans quoi il arrivera un malheur. Pourtant, si on me le commande, il faudra bien que j'obéisse, dit le garde. À votre place, moi, je vendrai la chienne. Monsieur le comte assure que, d'après les anciennes lois, un paysan ne peut avoir de chien de chasse, qui n'est le jarret coupé. C'est bon, fit le père. Rapportez-leur seulement ce que je vous ai dit. Il y eut un moment de silence après le départ de Mascret, puis ma mère fit. Mon pauvre Martissou, le mieux, c'est de vendre la chienne, comme dit le garde. Le notaire de la 12 te l'a demandé plusieurs fois. Mène-la lui, il t'en donnera bien 4 ou 5 écus, peut-être, puisqu'elle est bonne pour suivre le lièvre. Je ne veux pas la vendre, répondit mon père. Alors mène-la chez ton cousin de Cendrigueux. Il te la gardera jusqu'à temps que nous partions d'ici, car nous ne pouvons plus rester. Il arriverait quelque chose. Femme, tu as raison à ce coup, dit sourdement mon père. Je l'y mènerai dimanche qui vient. Le samedi, comme mon père liait les bœufs pour aller quérir de la bruyère, un individu à cheval, d'assez mauvaise figure,
vint un Combonègre, entra dans la cour et s'adressant à mon père. « C'est vous, Martisou le Croquant, le métayer de monsieur de Nanzac ?» dit-il. « C'est moi. Alors voilà un acte de sortie de la métairie. » Et tendit un papier à mon père. Lui le prit, le déchira en 1000 morceaux et le jeta au nez de l'huissier. « Tout ça se paiera, dit l'autre en ricanant. » Et il s'en alla bon train, parce que mon père avait pris son aiguillon un peu brusquement, de manière qu'il semblait vouloir s'en servir plutôt pour en allonger un coup à l'huissier que pour mener ses bœufs. Eh bien, mes chers amis, je m'arrête donc page 46 et je vous souhaite une excellente après-midi.